Commencer tranquillement, puis par respect pour les gens qui sont à l'heure, je vous dis bonjour, puis bienvenue à toutes et à tous. On commence doucement. Au nom de la communauté Expérience, je vous souhaite la bienvenue au webinaire de nos expériences du midi. Je dois vous aviser que cette rencontre est enregistrée et la mise en ligne sera sur le site YouTube de l'unité de soutien SSA Québec dans quelques jours. Je m'appelle Karina Prévost et je suis patiente partenaire co-responsable de la communauté Expérience. Je vais co-animer aujourd'hui la rencontre avec mon collègue patient partenaire Louis Lequed. Salut Louis, je suis contente que tu sois là et je te remercie. Bonjour Karina, ça me fait plaisir d'être là. Merci au docteur Abed Boncard d'être présent aussi. Ça fait plaisir. Super. Donc, Louis l'a bien amorcé. Euh, on souhaite la bienvenue à notre invité, le docteur Alain Vadeboncoeur. On est vraiment, vraiment content et on vous remercie, docteur Vadeboncoeur, d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça fait grand plaisir. Ça va permettre à ceux qui veulent. On a le choix aujourd'hui en deux activités quand même très populaires. L'inauguration de Trump ou une discussion sur la santé. Donc, ça dépend un peu des goûts de chacun, évidemment. Mais on a un invité VIP aujourd'hui, donc on pense que ça va bien se passer de notre côté. Restez avec nous. Euh, donc, je vous le présente. Si jamais il y a besoin de présentation, ben, je le fais rapidement. Docteur Vadeboncoeur, c'est un urgentologue. Il est aussi ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, poste qu'il a occupé pendant 22 ans. Professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il enseigne, il fait de la recherche en santé. Il est aussi conseiller médical et scientifique pour l'Institut de la pertinence des actes médicaux, l'IPAM. Il a cofondé et présidé Médecins québécois pour le régime public, le MQRP. C'est un auteur prolifique, on le sait, hein. Il a notamment publié Privé de soins en 2012, Des ordonnances en 2017 et Prendre soin en 2022. Mais il y en a plusieurs livres à son actif. Il collabore régulièrement à différents médias, en plus d'être chroniqueur et blogueur à l'actualité et conseiller médical pour la série Stat. On peut se demander si l'araignée, c'est un peu à cause de lui. Euh, pour Non, ceux qui écoutent. c'est pas mon idée, mais on a quand même réfléchi ensemble les effets potentiellement toxiques de l'araignée et les traitements qui devaient être effectués. C'est Alors, vrai. désolé pour ceux qui ont une phobie des araignées, mais c'est... Par contre, je l'ai trouvé quand même assez... Je trouvais que c'était une bonne idée. On a eu un vilain plaisir à l'avoir écrasé lors du bye-bye, en tout cas, je peux vous le confirmer. On a pensé inviter le docteur Vadeboncoeur parce que c'est un excellent vulgarisateur. Il est passionné par la transmission des connaissances médicales au grand public, on le sait bien sûr. Puis aujourd'hui, à notre grand bonheur, comme je vous l'ai dit, il a accepté, dans le cadre de ce webinaire, de venir discuter avec nous, de faire une rencontre où on va pouvoir parler de sujets qui nous tiennent à cœur en tant que citoyens, patients et patients partenaires. C'est une rencontre interactive. Vos questions et vos réflexions sont les bienvenues. Au cours de la rencontre, on va vous poser des questions dans la boîte conversationnelle, puis on vous souhaite que vous posiez aussi des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main, puis à dire ce que vous pensez, puis à interagir, s'il vous plaît. Euh, vous pourrez poser des questions en lien avec le système de la santé, de vive voix ou dans la boîte de conversation. On vous demande par contre de ne pas partager d'expériences trop personnelles, les choses trop détaillées ou confidentielles pour respecter le cadre collectif de notre discussion, pour que ça puisse plaire puis interagir, que tout le monde puisse interagir puis que tout le monde soit impliqué dans la conversation. Donc, on va être concis pour que tout le monde puisse échanger de manière dynamique puis que ça puisse enrichir la conversation. Si vous le pouvez, on vous demande de garder vos caméras ouvertes comme d'habitude, juste parce que c'est beaucoup plus agréable pour notre invité, Dr. Vadeboncoeur, qui va mettre des visages sur les gens qui posent des questions. Puis, à vous qui êtes dans la salle, on a envie de vous poser une première question pour apprendre à vous connaître. Donc, Zaki, est-ce que tu peux lancer la première question qui serait de savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je voudrais quand même mentionner que je pourrais pas non plus donner les punchs à venir dans de stats. Donc, même si vous me torturez, je ne pourrais pas, malheureusement. Donc, si vous voulez bien répondre à la question dans la boîte, super. Est-ce qu'on a, Zaki, des réponses?
Ouais, on a en majorité des patients partenaires, suivis de chercheurs ou professionnels de recherche, puis des professionnels de la santé. Bon, c'est super, ça vous donne un bon aperçu. N'hésitez pas à lancer vos questions. Moi, j'en pose une première. Docteur Vadeboncoeur, vous venez d'une famille d'intellectuels, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans la société. On aurait pu penser que vous auriez pris une autre vocation. Moi, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous êtes allé en médecine? Qu'est-ce qui vous a amené en médecine? C'est une bonne question. C'est une famille d'intellectuels, c'est intéressant parce que ma tante se moquait beaucoup enfin, elle avait un bon sens de l'humour. Elle disait toujours, des fois en parlant de mon père, intellectuel, avec un petit ton comme ça. Donc, c'est vrai que mon père est écrivain, enfin, il a été syndicaliste aussi. Et donc, j'ai quelques personnes autour de moi qui ont eu des vocations plutôt artistiques. Mais à la question pourquoi être devenu médecin, ben, honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Et donc, contrairement à bien des médecins qui ont des vocations, en général, quand ils terminent, souvent avant même de commencer l'école primaire. Non, mais j'ai vraiment des collègues qui disent, tu sais, moi, ça fait l'âge de 5 ans que je pense vouloir être médecin, même avec la spécialité des fois déjà associée. Moi, c'est venu extrêmement tardivement dans ma vie. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les sciences pures en particulier. Euh, et, euh, et en fait, j'ai décidé littéralement, c'est pas une blague, d'aller en médecine 5 minutes avant la fermeture du bureau du registraire. On avait le choix, il fallait choisir. En fait, j'avais fait une demande en médecine et en mathématiques, imaginez. Et j'aimais beaucoup, beaucoup les mathématiques. Puis en est, je me suis retrouvé devant la feuille à dire, bon, j'étais admis dans les deux et j'ai coché médecine. Puis c'est vraiment sur un coup de tête, un peu euh, une impulsion comme ça. Puis je me suis dit que c'était peut-être un peu plus du côté de la vie ou des gens. Et ça aurait pu virer autrement. Donc, c'est presque par hasard. Puis dans ma famille, c'est une vocation qui remonte à une autre génération. Le père de ma mère était médecin, de même que son grand-père. Mais dans ma propre famille, autour de moi, la vocation médicale, c'était pas très populaire. En fait, pour ne pas dire que c'était presque une hérésie. Donc, c'est un peu peut-être en réaction avec ma famille que j'ai choisi médecine. Je pense que mon père a dû peut-être avaler de travers quand c'est arrivé parce qu'il n'aimait pas beaucoup les médecins. La profession en général, il était syndicaliste. Il avait écrit des pamphlets très virulents contre les médecins dans les années 60, 70, avant l'assurance maladie. Et puis mon parrain, qui était aussi le grand ami de mon père, c'était Michel Chartrand. Et pour ceux qui le connaissaient, donc c'est pas non plus quelqu'un qui aimait beaucoup les médecins. Et donc, je pense que c'est par esprit de rébellion que je suis devenu médecin. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, et puis c'est vraiment ça, je veux dire, au sens où je suis pas quelqu'un qui avait une vocation à long terme. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé l'enseignement de la médecine à l'époque où ça se donnait. Moi, c'est les années 80, là, par très, très grand groupe. J'ai même abandonné la médecine, en fait, avant de rentrer à l'externe. J'ai arrêté 1 an pour revenir éventuellement à l'hôpital et là tomber en amour avec le milieu hospitalier, en fait, avec les soins aux patients, avec tout ce que ça implique. Et j'ai jamais regretté ce choix-là depuis ce temps-là. Mais au départ, il n'y avait aucune logique particulière, je dirais, dans ce choix-là. Mais vous deviez quand même avoir un certain talent parce que de partir et de revenir et de faire une spécialité, d'autant plus, vous êtes vraiment tombé en amour avec le concept de soigner, Ouais. l'implication sociale reliée aux soins vous a vraiment interpellé, du moins c'est ce que j'en comprends, c'est ça? Ben, je dirais même pas si largement que ça. Je dirais s'occuper de. En fait, c'est arrivé très concrètement. Je suis vraiment parti 1 an en voyage là, sur le pouce, un peu n'importe où là. En fait, pas n'importe où, mais disons dans des endroits assez éloignés. Et quand je suis revenu, bon, j'ai fait un stage qui s'est plus ou moins bien passé. Je n'avais pas encore vraiment raccroché. Et c'est quand je suis tombé dans le stage de chirurgie à l'hôpital Notre-Dame à l'époque, où comme externe, tu es externe, là, puis tu as des responsabilités, tu commences. Il y a une semaine d'études des résidents, et là, je me suis retrouvé tout seul avec les patrons de chirurgie. Et là, j'ai eu des responsabilités, c'est m'occuper vraiment des gens, de l'étage, j'étais responsable. Puis ça m'a
ça m'a vraiment connecté avec la pratique. Le fait d'avoir des responsabilités face à des gens et de devoir les assumer, puis de devoir donc travailler dans ce sens-là. Et ce lien-là, cette activité-là, dans un contexte hospitalier, moi j'ai toujours travaillé à l'hôpital essentiellement. J'ai toujours aimé beaucoup le lieu de l'hôpital, qui a quand même beaucoup changé, hein. On parle des années, la fin des années 80 ici, là, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est ce lieu-là en particulier, avec les gens qui s'y trouvaient, donc les professionnels, les médecins, les infirmières, les patients, ça m'a toujours beaucoup attiré. Et j'ai jamais, disons, dérogé à ça. Ça m'a beaucoup inspiré et je suis toujours resté vraiment en amour avec la pratique, les rencontres avec les patients, le milieu, les professionnels. Évidemment, j'ai marié une infirmière. Bon, remarquez, on n'est pas mariés, on est fiancés, mais ça fait quand même déjà 35 ans qu'on est fiancés, donc ça fait quand même assez longtemps. Et c'est un milieu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Les gens qui justement se dédient un peu à s'occuper des autres, dans des situations des fois qui sont pas faciles, dans des contextes très difficiles aussi, mais qui continuent, donc, ça a été cette attirance-là, si on veut, qui s'est faite naturellement, sans nécessairement mettre trop tu sais, de pensée autour de ça. J'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours beaucoup nourri aussi, comme pratique. Euh, On va revenir à votre pratique parce que ça nous intéresse aussi beaucoup. Mais semblerait que vous nommez que l'intérêt pour l'être humain, l'intérêt du milieu hospitalier, tout ça, mais vous êtes vraiment allé au-delà de ça parce que pour vous, il y a quelque chose qui vous a peut-être pas nourri suffisamment. Il a fallu produire de nombreux livres, il a fallu vous impliquer dans les médias pour pouvoir vulgariser, communiquer. Il y a quelqu'un, Louise Bertrand, qui est une de nos collègues dans la salle, qui vous pose la question. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Puis elle nomme que c'est toujours très intéressant de vous lire, mais vous trouvez où le temps et la motivation pour être aussi présent? Ouais. Ben, en fait, c'est intéressant. Il y a deux questions là-dedans par rapport au fait que j'ai fait pas mal de choses autour. En fait, je pense que j'ai pas nécessairement tant d'imagination que ça. Et tout ce que j'ai fait autour, on pourrait dire que ça concerne jusqu'à un certain point la médecine. Pour moi, ça a été différentes façons d'explorer mon propre univers professionnel, on pourrait dire comme ça, par à peu près toutes les façons, les facettes possibles. Je veux dire, j'ai donc écrit, j'ai fait pas mal de médias, effectivement. J'ai même écrit une pièce de théâtre à l'époque, en 2008, avec Alexis Martin, qui portait sur, évidemment, un médecin d'urgence qui, dans une urgence, qui va vivre son épiphanie dans un drame assez intense. Mais tout ça pour dire que ça a toujours tourné autour de la médecine. Et pour moi, ça a toujours été une façon d'éclairer ça. Puis j'ai souvent dit également que pour être un bon, je dis un bon médecin, mais c'est vrai pour n'importe quel métier ou n'importe quelle personne. Je pense que c'est bon de sortir de son métier puis d'explorer d'autres facettes, puis en particulier la médecine, parce qu'on peut facilement pas s'enfoncer dans la médecine, mais il y a des médecins qui font énormément de médecine, qui en font toute leur vie, mais qui ont des fois assez peu sorti de cet univers-là, qui est quand même assez particulier, pour l'examiner sous d'autres angles. Fait que moi, personnellement, ça m'a nourri, ça m'a appris bien des choses sur moi-même, sur la médecine elle-même. Ça m'a aidé dans ma pratique, en fait. Donc, ça a beaucoup tourné autour de ça. Maintenant, pour ce qui est du temps, je suis quelqu'un qui a toujours été assez actif. J'ai un peu de difficulté. Puis je tiens ça de ma mère, qui a jamais vraiment arrêté de faire 1 million d'affaires tout le temps. En fait, elle ne pouvait pas, tout simplement. Et donc, et j'ai toujours été un peu comme ça. J'aime faire plein de choses. Donc, effectivement, je suis un peu présent sur les réseaux sociaux. Pendant la pandémie, je l'étais un peu trop, avec certains effets secondaires, surtout sur certains réseaux sociaux, qui maintenant sont assez intenses, en fait, qu'ils l'ont été durant la pandémie. Je pense à Twitter, évidemment. Et donc, mais pour moi, c'est une façon également de rencontrer, de discuter, d'échanger, de vulgariser aussi. J'aime ça discuter. Donc, c'est des façons contemporaines, si on veut, de discuter avec plein de gens. Là, puis en fait, de suivre des gens aussi, d'échanger avec des gens un peu partout dans le monde qui ont des intérêts convergents. Fait que je sais pas. Mais sur le temps, ben, le temps, c'est ça. Le temps, c'est un peu élastique. Le temps, on peut y mettre ce qu'on veut. Des fois, on en met un peu trop. J'ai souvent été beaucoup trop occupé dans ma vie. Maintenant, c'est plus tranquille un peu. Mais voilà.
J'aime faire ces choses-là. C'est pas, il y a pas de, y a pas de mystère. Je pense que vous êtes, Oui. ouais. Oui, écoutez, c'est fort intéressant ce que vous me dites là. Puis moi, j'ai un intérêt particulier sur l'enseignement de la médecine parce que je suis impliqué depuis 2012 comme patient, formateur, Hmm, ouais. co-animateur de différents ateliers, dont les cours CSS, qui sont des cours de collaboration interprofessionnelle, vous les connaissez sûrement, et de partenariat patient. Cette semaine, je co-animais avec un médecin l'atelier Pouvoir et Sarreau Blanc. C'était fort intéressant parce que ça s'adresse à des étudiants de deuxième année en médecine et puis on les fait réfléchir sur le pouvoir du sarreau blanc, ainsi que certains pouvoirs qui sont également partagés par les patients, etc. Il faut en être conscient de l'influence incroyable qu'un médecin peut avoir sur un patient et il faut que les patients, évidemment, soient partenaires de leurs soins pour pouvoir participer aux décisions là, partagées. Euh, Moi, j'ai beaucoup de questions parce que j'ai lu différents articles que vous avez écrits, le livre Ne renonçons à rien, mais d'abord, avant tout, j'ai lu quelque chose de fort intéressant qui est paru dans l'actualité, je pense, et qui a paru également sur le site du Collège des médecins. Vous parlez de responsabilité sociale du médecin. Puis je vous cite ici, sa responsabilité est d'abord envers ses patients, en agissant auprès d'eux avec un grand respect, en s'intéressant à la personne au-delà de la maladie, en travaillant à ce que chaque rencontre soit la plus égalitaire et ouverte possible, et en acceptant qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux. C'est exactement ce que prône en fait le partenariat patient, une espèce d'ouverture. Euh, Ensuite, le médecin doit accepter de relever des défis quotidiens du réseau de la santé, même quand ça va très mal, c'est-à-dire qu'il s'investit pleinement pour contribuer à améliorer sans jamais démissionner de ce rôle. C'est beaucoup demandé aux médecins et aux professionnels de santé, mais vous prônez cette attitude-là pour apporter des solutions et ne pas abandonner les patients. Puis enfin, il doit rester fidèle à la médecine elle-même en acceptant avec humilité de demeurer toute sa vie un apprenant, en reconnaissant ses limites et ses erreurs et en acceptant la nécessité d'évoluer avec les données de la science et de remettre en cause ses habitudes. Je trouve ça assez fantastique. C'est faire preuve d'humilité finalement, puis on peut apprendre des uns des autres, des patients également, qui ont un savoir expérientiel. Là où je voulais en venir, c'est que l'enseignement de la médecine s'est transformé au fil des années. Là, on est rendu au niveau du renouveau du programme de médecine premier cycle inclut Ouais. les arts et humanités. Vous en parliez tout à l'heure. C'est excessivement important que le médecin s'ouvre à d'autres choses aussi, y compris les sciences humaines, qui ne restent pas seulement dans la science pure et dans la pathologie, parce qu'il y a souvent des médecins experts de leur domaine, des spécialistes. Alors, graduellement, on inclut les arts et humanités dans la formation des médecins. Et on pense que ça va donner quelque chose. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Puis jusqu'où on devrait aller au niveau de l'enseignement de la médecine. Ben, tu vois, moi j'ai fait mon cours, donc je le disais, dans les années 80. Euh, et j'ai toujours beaucoup aimé enseigner, que ce soit d'ailleurs à des étudiants, des résidents, personnellement des conférences, des rencontres avec les patients. Je considère ça comme une forme d'enseignement, plus autour de l'échange peut-être. Puis j'enseigne énormément aussi à des médecins en pratique, là. Donc, tu sais, la transmission du savoir, pour moi, ça, ben, j'ai toujours aimé ça, tu sais, il y a pas de doute là-dessus. Et je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit qui est très pertinent. C'est que moi, d'abord, j'ai vu une évolution. C'est quand on a fait notre cours, donc il y a 40 ans, c'est terrible à dire, là, mais c'est quand même ça, là. Et aujourd'hui, l'enseignement a tellement évolué. Tu sais, moi, donc dans les années 80, on était encore essentiellement dans l'enseignement magistral, donc à 200, je me rappelle, dans nos classes, avec un grand professeur, souvent avec
je dirais, des qualités pédagogiques, des fois des qualités scientifiques plus fortes que ses qualités pédagogiques, qui faisait son spectacle, qui était plus ou moins intéressant souvent, et très, très magistral, et descendait donc le savoir vers ses étudiants qui l'absorbaient, et voilà. Et donc, puis ça donnait un peu une idée aussi de ce qu'était la médecine à l'époque. C'était quelque chose quand même de, c'était, ben, je dirais pas, patriarcal serait peut-être un terme un peu trop, un peu trop genré, mais disons que c'était ça, tu sais, le patron qui distillait son savoir. Euh, et moi, j'ai pas du tout aimé, j'ai abandonné parce que j'aimais pas du tout l'enseignement. D'ailleurs, je n'étais pas très bon en médecine à l'époque parce que ça demandait énormément de mémoire, qui pour moi, j'ai une mémoire correcte, là, mais pas extraordinaire. Et j'aurais beaucoup aimé vivre dans les révolutions qui ont suivi. Ça a commencé à Sherbrooke, l'enseignement par problème, où là, plutôt que d'apprendre majoritairement en grand groupe, c'est par petits groupes. Et j'ai enseigné, moi, 10 ans, enseignement par problème, là. Et là, c'est la résolution de problèmes cliniques là, qui est apparue comme étant, puis donc, pour former les médecins, puis les autres professionnels, c'est aussi la même chose, souvent, à résoudre des problèmes, comme on le fait dans la vraie vie. Donc, déjà, ça, pour moi, c'était une révolution. Puis, celle à laquelle je n'ai pas assisté, parce que j'ai moins les pieds à l'université qu'à l'époque, c'est vraiment l'arrivée des patients partenaires que vous avez décrits et qui sont une autre révolution. Donc, j'ai eu des contacts avec des patients partenaires dans différents contextes en recherche, à travers des comités, à travers même un peu l'organisation des soins. Mais essentiellement, pour moi, c'est une autre révolution tout aussi intéressante et stimulante. Je pense qu'il change le visage des choses. Quand vous dites apprendre aux médecins les relations de pouvoir, puis il y a une question justement sur l'équilibre des pouvoirs dans vos relations avec vos patients, je pense que c'est très pertinent. Puis il y a 30, 40 ans, on ne se posait pas ces questions-là. Au sens où c'était comme ça, là, c'était un acquis. Il n'y avait pas de... Enfin, je me souviens pas d'avoir vu de réflexion sur le pouvoir médical ou peut-être même les abus du pouvoir médical. Euh, C'était très directif, la médecine à l'époque, hein. Je veux dire, moi, quand je parle de mon stage de chirurgie, là, les conversations avec les patients, c'était pas tant pour prendre des décisions éclairées. Là, même, je suis même pas sûr que le terme existait à l'époque. Je pense pas. C'est sûr donc on informait les patients de ce qui était bon pour eux autres, puis les patients acquiesçaient, ni plus ni moins. Ça se passait souvent comme ça, même pour des décisions qui des fois n'étaient pas si évidentes. Et donc toute cette révolution, simplement d'avoir l'idée qu'aujourd'hui euh, euh, la décision médicale se prend justement en partenariat. Je veux dire, c'est pas une décision du médecin, c'est une décision du patient et du médecin ensemble. Donc, euh, et qui et ça, c'est un changement très, très fondamental. Moi, quand je vois les résidents arriver actuellement, puis là, on peut parler, tu sais, il y a tellement de déclinaisons de ça, mais juste, par exemple, les niveaux de soins. Tu sais, par exemple, dans un hôpital, c'est, en tout cas comme le nôtre, je veux dire, pas une des premières, mais je veux dire, quand la situation est stabilisée, il y a des questions qui sont posées sur les niveaux de soins assez rapidement. C'est une réflexion qui est toujours là. Mais ça, cette idée-là existait pratiquement pas à l'époque, là. Mhm. Pas du point de vue de l'implication du patient dans cette vision-là des choses. Et tout ça, ben ça s'est passé quand même en assez peu d'années. Comme on le voit, tu sais, on parle d'une trentaine d'années, 35 ans. C'est assez fascinant. Donc, ça a évolué très, je dirais, rapidement, positivement. Puis, tu sais, il y a plein d'autres choses. Tu sais, on est actuellement dans l'ère de l'enseignement par simulation qui change complètement la donne aussi par rapport peut-être aux aspects un peu plus techniques de la médecine. Donc, c'est un univers qui s'est transformé considérablement, je dirais, tout ce temps-là. Puis moi, j'ai enseigné de façon continue je le fais encore, donc assez longtemps pour voir toute cette transformation-là. Je ne vois que du positif là-dedans. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup à acquérir parce que tout ce qu'on dit, tout ce que je dis là, ça reste tout de même un peu théorique, bien souvent. Tu sais, le partenariat, concrètement, là, disons dans les épisodes de soins, ça se passe, ça existe. Mais est-ce que c'est toujours bien fait? Est-ce que, tu sais, on pourrait faire beaucoup plus là-dessus? Oui, 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 Et tout à donc, fait. c'est fascinant. Ce que vous avez décrit, il y a une évolution qui moi, me fascine dans l'enseignement. Et évidemment, là, je suis plutôt sur la fin de ma carrière en enseignement, mais j'ai assisté à ça avec grand plaisir. Mais c'est le jour et la nuit. Et pour ceux qui sont plus âgés parmi vous, c'est le jour et la nuit, je pense, par rapport à ce qui se passait il y a 30, 40 ans. Et probablement ce qui se passait, en fait, depuis en médecine, ben, depuis
probablement quelque chose comme 2500 ans, là. C'est des changements quand même très récents dans qui remet en question le pouvoir médical et à mon avis, à bon escient par rapport à ça. Oui. Ben, vous évoquez le paternalisme, effectivement, ça évolue beaucoup. Et puis, le bureau du patient partenaire existe là, sous un autre nom au début, là, mais à l'Université de Montréal depuis 2010. Donc, Ouais. le partenariat est enseigné, la collaboration interprofessionnelle est enseignée. Puis, le renouveau du programme de médecine fait en sorte qu'ils vont privilégier les APE plutôt que les APP. Fait qu'il va y Ouais, avoir une ça belle change. combinaison, donc les apprentissages par équipe. Avant de prendre les questions de la salle, là, moi, il y a une question qui m'intéresse particulièrement. J'aimerais savoir votre avis. Quelles sont les qualités humaines, quelles sont les qualités primordiales chez un étudiant en médecine qui devraient être recherchées? Parce que oui, ils ont un excellent dossier académique, ils sont brillants, ils sont capables de faire les cours de sciences, apprendre, retenir, tu sais, faire appel à leur intelligence pour déterminer des pronostics, etc. Mais quelles sont les qualités humaines, selon vous, là, qui sont nécessaires pour faire un bon médecin là, à long terme? Remarquez que ça pourrait être deux questions un peu séparées parce que évidemment, il y a des contraintes dans l'enseignement de la médecine qui font que depuis toujours, ce que vous avez appelé le dossier académique prend beaucoup de place, peut-être un peu trop de place. Mhm. Puis ça, j'ai souvent assisté, moi je veux dire, j'ai pas de formation en pédagogie, mais j'ai souvent assisté à des discussions sur les critères, par exemple. Tu sais, par exemple, un des mystères qu'il y avait, c'était, ben, c'est encore le cas pas mal, mais tu sais, à mon époque, la répartition des filles et les garçons en médecine, je pense que c'était à peu près 50-50 ou un peu moins de femmes, mais tu sais, 30 ans avant, il n'y en avait pas, là. Et ensuite, ça a viré à 80%. Et c'est intéressant parce que il y avait souvent des discussions de pédagogues auxquels j'assistais qui disaient, oui, mais comment on pourrait faire pour rebalancer ça? Puis, en fait, ce qu'ils disaient grossièrement, c'est qu'il n'y avait à peu près aucun critère qui permettait, des critères objectifs, là, qui permettaient d'équilibrer ça. Les filles étaient en général plus performantes dans à peu près tous les domaines qui mènent à une admission pour ce qui est du dossier académique. Et c'est intéressant parce que, je veux dire, moi, il y a eu une transformation aussi de ce qu'était être un médecin, notamment sur la féminisation de la profession qui a complètement changé la donne dans l'équilibre, dans les discussions, même dans l'esprit probablement de la médecine jusqu'à un certain point. Ça n'a pas pénétré toutes les spécialités de façon égale. Mais tu sais, en médecine d'urgence, c'est une majorité de filles là, en ce moment qui sont là. Et ça change vraiment sur le terrain. C'était un boys club, la médecine d'urgence, il y a 30 ans. C'était vraiment ça. Et ça a considérablement changé. Fait que la notion de dossier académique, c'est difficile parce qu'en médecine, il y a quand même il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est souvent des étudiants avec des très bonnes mémoires qui sont performants un peu en tout et qui vont passer à travers ces études-là qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc, il y a cet aspect-là, puis c'est sûr que ça a été longtemps au cœur du choix. Et je pense que ce choix-là amène des effets importants. Moi, j'ai quelquefois écrit par exemple, sur la détresse des médecins. J'ai fait la préface d'un livre, malheureusement, j'ai oublié le nom du livre, ça fait un an, sur la détresse des médecins. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que je pense qu'il y a un biais dans la question. On dit toujours la profession, les contraintes, le stress, etc., amène ceci, cela. Mais moi, je pense qu'il y a un biais de sélection aussi. Ça sélectionne des gens particuliers qui ont habituellement rencontrer peu souvent l'échec dans leur vie, ce qui peut être une faiblesse, hein, de ne pas avoir affronté des échecs, et qui en font des gens assez performants, mais qui ont de la difficulté à dealer avec les difficultés, les contraintes, etc. Et donc, je pense que c'est pas juste un effet du système, parce qu'il y a vraiment une détresse des médecins, là, mais c'est pas un effet, je pense qu'il y a vraiment un biais de sélection là-dessus. Fait que l'académie, c'est un aspect, mais si vous me demandez spontanément des qualités, ben, je veux dire, il faut être capable de faire l'apprentissage qui mène à la médecine, mais je pense que probablement que les qualités les plus importantes, c'est probablement le respect, l'écoute, la capacité d'écouter qui est pas. Je dirais qui a évolué aussi. Évidemment, c'est impossible à évaluer là, objectivement, mais la qualité, si on veut, même la formation des jeunes médecins, des résidents actuellement, des étudiants sur l'écoute,
sur l'échange, sur la capacité de communiquer, ça a beaucoup changé. On n'apprenait pas ça à l'époque, là, où en fait c'était très, très marginal, là, alors que maintenant, ben, il y a vraiment des enseignements là-dessus. Donc, comment discuter, comment échanger, comment bien décider. Donc, ces qualités-là, qui je pense que maintenant sont mieux reconnues dans les programmes. Tu sais, il y a beaucoup plus d'étudiants qui viennent d'autres disciplines aussi, avec des expériences professionnelles ou en tout cas au moins des expériences de formation variées qu'à l'époque. C'est un autre élément, ça met de la variété. Puis je dirais, ça revient un peu à ce qu'on a discuté tantôt, mais l'ouverture, c'est-à-dire la capacité de sortir de la médecine. Je pense que ça, c'est très sain pour un médecin de sortir de son métier pour voir d'autres choses. Et je pense que c'est même thérapeutique, pas juste pour la médecine, mais pour le médecin lui-même. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans cet univers-là qui peut être extrêmement intense et, disons, plein de contraintes, effectivement. Rester ouvert, puis ça implique rester ouvert aux autres, rester ouvert aux arts, tu sais, c'est rester ouvert à d'autres choses que l'aspect justement plus disons, techno-scientifique de la médecine, je pense que c'est des qualités importantes. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que c'est facile à évaluer? Ça, je suis moins certain. Mais c'est certainement des qualités importantes. Et les gens que je vois qui, si on veut, qui apportent des choses nouvelles à la médecine, c'est souvent des gens qui ont quand même un esprit d'ouverture et d'écoute tu sais, une volonté de rencontrer et d'être influencé, d'accepter d'être influencé par les autres qui sont ben, des qualités peut-être plus difficiles à quantifier, par contre, dans l'évaluation. J'imagine que dans les entrevues maintenant, ils en tiennent compte un peu plus, mais là, je ne sais pas, je connais moins le processus d'admission récemment. Merci, c'est fort intéressant. Karina, je pense qu'on peut peut-être commencer à prendre des questions de la salle. Certainement, on a plusieurs questions dans le chat, donc on va commencer un peu dans le même sujet. Un peu dans des ordres, mais on va essayer de suivre l'ordre des idées. Géraldine nous demande quels sont les aspects à valoriser pour sensibiliser des cliniciens au partenariat patient et des futurs médecins, disons, à la considération de leur savoir expérientiel. Comment on convainc les sceptiques? Comment on fait ça? Bon, je pense qu'il y a peut-être deux aspects. Il y a l'enseignement. Je pense que ce que Louis décrit, donc, d'exposer tôt les médecins à l'idée, ou tout autre professionnel, là, à l'idée du patient partenaire, à l'idée du partenariat, au concept même. Je pense que dans l'enseignement, c'est quand même quelque chose qui existe maintenant. Donc, à l'idée de comment se prendre une décision thérapeutique ou une décision clinique. Tu sais, c'est un processus, hein, comment on fait ça, décider comment se prend, comment se choisit l'orientation? Ben ça, c'est clairement très différent de ce que c'était avant. Puis c'est probablement en exposant ce concept-là, en exposant l'idée des patients partenaires, mais probablement plus simplement, c'est en étant exposé. Tu sais, moi, j'ai pas participé à ce mouvement-là. Je n'étais plus dans les structures à ce moment-là, à l'Université de Montréal, par exemple. Mais j'ai été exposé dans ma carrière, tu sais, au-delà de mon intérêt particulier, peut-être pour les patients, les histoires, etc. J'ai été exposé à des patients partenaires dans différents contextes, je l'ai mentionné, en recherche, par exemple. Ça fait quand même peut-être près d'une dizaine d'années, en tout cas au moins 7-8 ans, on avait un groupe de recherche canadien sur une arythmie, la fibrillation auriculaire. Et puis je me rappelle, dans le groupe de recherche d'Ian Steele, un chercheur d'Ottawa, on était réunis à Mont-Tremblant, puis il y avait un patient partenaire qui était là. Moi, je pense que c'est le premier contact que j'ai eu vraiment formel avec un patient partenaire qui faisait partie de la réflexion sur le but, c'était de mettre en place un guide de pratique là, sur la fibrillation auriculaire à l'urgence. Là. Et donc, un patient partenaire qui était passé par là, qui avait de l'arythmie, qui avait eu des cardioversions, des chocs électriques, etc. Et je trouvais ça assez fascinant parce que, puis cette personne-là, d'ailleurs, a co-signé aussi, comme les autres, le guide. Donc, ça a été un des premiers contacts formels autour de ça. Ça s'est fait aussi beaucoup dans certains comités. Par exemple, jusqu'à récemment, j'étais sur un des chantiers de Santé Québec. Puis il y avait deux ou même trois, je pense, patients partenaires qui étaient là. Puis, ben, c'est sûr que ça amène. Tu sais, c'est un point de vue qui, du point de vue de ce que je décris là, n'existait pas là avant. Cette parole-là, cette écoute-là face à quelqu'un qui
qui vit, ce dont on parle, ça n'existait pas. Euh, et, euh, et donc, ben, ce qu'on peut constater quand on est exposé, c'est que ça enrichit les discussions et que ça change un peu le mindset des gens qui discutent. Tu sais, c'est plus juste une discussion entre nous pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. C'est une discussion plus ouverte où il y a une contribution de quelqu'un qui a un éclairage qui est extrêmement important, donc de l'expérience de soins, et que, ben, veut pas, on est un peu, ben, je pense que c'est facile de voir que ça enrichit beaucoup la discussion. Mais ça change aussi juste le fait que ça existe. Ça change la façon dont on réfléchit dans ces rencontres-là. C'est-à-dire que tu sais, c'est pas juste dire, bon, on va écouter le commentaire du patient partenaire, voir ce qu'il a à dire, mais on va continuer notre réunion. Si on fait cette réunion-là avec un patient partenaire, c'est parce que cette réunion-là a un autre sens que ce qu'elle a déjà eu ou ce qu'elle aurait pu avoir sans patient partenaire. Donc moi, j'ai été exposé à ça, puis n'importe qui est un peu ouvert d'esprit constate que ben, c'est un apport significatif. Maintenant, ça reste encore très fragmentaire, surtout, je dirais, dans le réseau comme tel de la santé. Mettons, ben moi, je fais de la médecine hospitalière, fait que, tu sais, c'est ma référence, là. Mais tu sais, c'est pas encore. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, par exemple, j'ai participé à beaucoup de gros projets à l'Institut de cardio, tu sais, redessiner l'urgence, par exemple. Et cet apport-là était pas. Enfin, il n'y avait pas vraiment de patients partenaires autour de la table bien que des opinions étaient demandées parfois à l'extérieur, etc. Mais j'aurais aimé ça, moi, dans ma pratique, parce que j'ai toujours constaté, que ce soit des patients partenaires ou du membre du personnel ou peu importe, plus il y a de points de vue tu sais, complémentaires autour d'une table, meilleures sont les idées, tout simplement. Puis c'est difficile de. Ben, enfin, c'est un constat. Fait que, tu sais, je pense que c'est en exposant les gens à ces réalités-là que on peut aussi, en plus de l'enseignement, les convaincre de l'importance de ça. Et puis, ben, c'est clair qu'on bouge graduellement vers ça. Et moi, je le vois. Mais je pensais à quelque chose tantôt, c'est que faut quand même constater aussi que la présence des patients euh, sous certains aspects, ça fait longtemps qu'il y a une représentation des parents, des patients qui a peut-être diminué avec le temps. Mais tu sais, sur les conseils d'administration des instances de la santé, disons, quand le système a été un peu structuré dans les années 70, il y avait plus de... Enfin, plus, là, c'est un grand mot, mais il y a eu de la représentation de patients qui a emmené, a été plus ou moins dilué, amoindri, etc. Donc, il y a quand même eu ça. Ça existait jusqu'à un certain point dans les instances décisionnelles de façon très forte. Puis là, on revient à quelque chose qui est un peu plus diffus, un peu plus terrain, mais ça doit clairement exister à des niveaux décisionnels aussi. Puis ça, je suis pas sûr qu'on atteint la cible tant que ça à ce niveau-là. En tout cas, dans ce que je connais, là, mais évidemment, je connais pas l'ensemble de l'œuvre de ce point de vue. On y travaille fort, on y travaille fort. Ouais, c'est ça. C'est sûr il y a des distinctions à faire entre tu sais, les comités d'usagers qui sont là depuis longtemps, les conseils Oui, des ben oui. malades et tout ça, mais j'imagine que vous, quand même, tu sais, Marie-Dominique, vous posez la question, tu sais, vous avez quand même, dans votre pratique, au fil du temps, vous avez certainement vu une évolution dans vos alliances thérapeutiques avec vos patients. Puis, c'est une forme de partenariat, quelque part, de faire ça? Puis vous, est-ce que vous avez senti que ça avait fait une différence dans l'amélioration de la continuité des soins ou dans la condition du patient lui-même? C'est une bonne question, mais euh, si j'ai senti un changement, moi, d'abord, il faut comprendre, puis là, je n'ai pas de mérite particulier à ça, mais je me suis toujours beaucoup intéressé aux histoires, j'ai toujours aimé ça raconter des patients, en fait, pour dire ça en version courte, là. Puis j'ai toujours aimé ça jaser un peu en dehors de la médecine avec les patients aussi. Évidemment, on parle ici de médecine d'urgence, là. Donc, il ne s'agit pas de se prendre un café puis de jaser pendant 45 minutes là, de la vie, là. Mais il y a toujours une petite place, puis je pense plus parce que je suis comme ça, là, mais j'ai toujours aimé ça, en savoir un peu plus sur qui était la personne, tu sais, par deux, trois phrases, deux questions ou un échange, ou se mettre à un niveau plus, gars, on blague un peu sur cela, même si la situation, etc. Donc, avoir un échange de ce type-là, puis j'ai toujours un peu été comme ça, puis j'ai toujours
aimé ça, ça m'a beaucoup nourri. La preuve, c'est que j'ai toujours trouvé les histoires assez fascinantes au point, des fois, de prendre beaucoup d'histoires et d'en faire des récits, et d'en faire même du théâtre. Et donc, tu sais, j'ai toujours aimé ça, ce moment-là, ce qui se passe. Est-ce que j'ai senti une différence tant que ça? Il y a deux possibilités. Soit que ça s'est transformé tellement doucement que ça m'a pas frappé, euh, soit que j'ai toujours eu un assez bon niveau d'échange. euh, j'ai pas eu l'impression d'une rupture ou d'une transition de ce point de vue-là. J'ai l'impression d'avoir à peu près les mêmes relations sur une... Mais c'est difficile, tu sais, de se reporter 20, Mm. 25 ans en arrière de ce point de vue-là. Mais juste un détail là-dedans, c'est que ça fait très longtemps que je m'intéresse, par exemple, à la question du langage médical. J'ai pas mal écrit là-dessus. Et il y a une des barrières que j'ai souvent constatées puis qui existe encore, c'est vraiment les niveaux de langage. J'ai beaucoup travaillé sur la question de... Ben, travailler, c'est un grand mot, là, mais disons, j'ai beaucoup écrit là-dessus, réfléchi. Euh, la langue médicale, c'est une langue qu'on dit qu'elle contient à peu près 5000 mots là, couramment, des mots parfaitement incompréhensibles pour la majorité des gens. Donc, c'est un jargon, en fait, la langue médicale. Et une des barrières à l'échange, à la communication, c'est que les médecins ne se rendent pas compte qu'ils parlent une langue qui pourrait être du tchèque ou en fait une langue étrangère très difficile à comprendre. Ils ne s'en rendent pas compte des fois quand ils discutent avec les patients. Et j'ai toujours porté une attention à ça parce que ça m'a toujours intéressé. Comment se faire comprendre avec des mots et comment ne pas se faire comprendre, hein? Il suffit d'introduire trois, quatre mots de jargon dans une phrase, une discussion, et il y a un effet de décrochage parce que c'est du jargon, là, et qui est très difficile à rattraper. Puis ça, je me suis souvent amusé à l'observer, à le regarder. Puis en travaillant, moi, en communication beaucoup, euh, entre autres à la télévision, ça m'a beaucoup aidé ça. Quand j'animais les docteurs, tu sais, on a quand même fait 325 émissions d'une heure, là, puis on parlait au grand public. Mm. Très souvent, comme on était plusieurs médecins, on avait tendance naturellement à rentrer dans un jargon sans s'en rendre compte. Puis là, on se faisait regarder par la réalisatrice ou par les gens, puis on sentait le décrochage. Donc, porter attention à ses propres mots. Professionnellement, j'étais obligé de le faire, puis ça m'a beaucoup aidé avec les patients à toujours être attentif au choix des mots, au langage. Et ça, c'est une barrière qui, à mon avis, est euh, peut-être peu. Je ne sais pas si c'est très enseigné, ça, mais je constate que ça arrive souvent, même les résidents qui graduent, ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent des fois une langue qui est complètement, enfin, en partie incompréhensible. Puis là, évidemment, la connexion est beaucoup plus difficile. On a beau être à l'écoute, tout ça, mais si la moitié des mots qu'on dit, c'est des mots techniques, c'est sûr que le patient peut avoir de la difficulté à suivre la conversation. Fait que, tu sais, ça, c'est un truc que je réfléchis souvent sur le langage. Il faut être attentif à ça, parce que des fois, c'est des choses simples, comme simplement choisir les mots qui mettent des barrières là. Certainement, c'est en effet, nous, on en parle souvent, puis on en entend souvent parler de la littératie en santé, du manque de Ouais. littératie en santé, puis comment, comment est-ce qu'on pourrait, nous, comme individus, faire mieux? Avez-vous des solutions à nous proposer, nous, comme personnes, là, comment on peut contribuer à améliorer ça? Parce que c'est terrible, là. Ben, il y a deux niveaux. Quand je parle du langage, je veux dire, les gens n'apprendront pas le vocabulaire médical, là. Non, non, C'est, non, c'est c'est- certain. c'est- Oui. mais c'est important parce que, tu sais, c'est beaucoup aux médecins de s'adapter là-dessus, là. Je veux dire, les médecins ont la responsabilité d'utiliser un langage compréhensible, d'utiliser des phrases compréhensibles, d'être clair, si on veut. Et puis, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est peut-être mieux qu'avant. Peut-être que c'est mieux qu'avant. J'ai tendance à penser ça, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est beaucoup, beaucoup une responsabilité médicale. Pour ce qui est de la littératie, ça, c'est aussi quelque chose à quoi j'ai essayé de réfléchir. Ce que je fais, ben, disons, à part la médecine, l'essentiel de ma vie, c'est de la vulgarisation scientifique, grand public, ou vulgarisation médicale, on pourrait dire, parce que je parle surtout de médecine. Euh, et ça, c'est un défi, moi, qui m'occupe et qui occupe mon esprit beaucoup, parce que il y a un besoin énorme qui est, je dirais, assez difficile à combler. On me demande souvent, par exemple, dans des entrevues avec des journalistes, tout ça, est-ce que ça vous arrive d'avoir des patients, mettons, qui ont googlé sur leurs problèmes, puis est-ce que ça trouble votre relation? Je dirais que de façon générale, je veux dire, la médecine, ça reste un univers très complexe. C'est quelque chose de... C'est vaste, hein, la médecine. On dit en plus que le savoir médical, actuellement, depuis 15, 20, 30 ans, la moitié se renouvelle à tous les 5 ans.
Et ça, c'est tout un défi parce que d'abord, ça oblige les médecins, je pense que je l'avais mentionné au début, à demeurer des apprenants toute leur vie, là. Tu pas le choix, là. Si actuellement tu décroches de l'enseignement, tu n'apprends plus toi-même, tu vas être rapidement dépassé là, par ce qui se fait en médecine. Mais c'est tout un défi pour du point de vue des patients parce que même des choses de base, mettons en prévention, l'alimentation, tout ça, c'est des concepts qui évoluent. Et c'est très difficile, je dirais, de suivre le rythme, même quand on s'intéresse au sujet. Donc, d'autant, au moins autant pour les patients. Et ça crée souvent un décalage. Je veux dire, veut pas, sur les... Bon, moi, je fais de l'urgence, donc puis je m'occupe des problèmes cardiaques. Il y a des experts parmi les patients, ceux qui ont des maladies quand même, ou des problèmes bien identifiés, sur lesquels ils développent effectivement une expertise. Moi, dans l'univers dans lequel je travaille, souvent le problème n'est pas encore identifié ou pas encore clair, tu sais. Et là, c'est cet univers-là de déterminer c'est quoi le problème de santé de cette personne-là ou non. Ben, c'est le diagnostic, c'est la revue des symptômes, mais ça, c'est un univers en soi qui est très complexe. Souvent, les patients essaient de cheminer là-dedans, mais c'est très difficile. Puis ça prend littéralement des années de formation et d'expérience pour se Docteur débrouiller Vadeboncoeur, là-dedans. justement, j'en profite. On Oui. a Nicole Tremblay qui nous posait la question par rapport à votre travail aux urgences. Si vous aviez une chose à changer dans les urgences, ce serait quoi pour améliorer le service aux patients? Une chose, juste une chose. Peut-être deux, Ben, peut-être deux. euh, je veux dire, je pense que ce que les patients vivent avec le plus de difficultés dans les urgences, parce qu'il y a plein de bonnes choses dans les urgences, la preuve, les gens y vont. Des fois, c'est par défaut d'avoir une solution alternative, là, mais quand même, euh, c'est les délais. Puis il y a deux types de délais ou de difficultés. C'est les délais dans beaucoup d'urgences avant de voir le médecin, c'est souvent une catastrophe, là. Euh, et les délais après, là, quand les patients stagnent avant de monter à l'étage là, pour une hospitalisation un, deux, trois jours. Puis j'ai l'impression que, puis ça, c'est pas d'hier, là, ça fait, enfin, moi j'ai trouvé des coupures de journaux, même des années 60, là, qui parlaient de la catastrophe des urgences, là. Si vous voulez vous amuser, il y a un film sur le site de l'ONF qui se passe à une urgence à Sacré-Cœur. Je pense que c'était en 2012, en 72, 1972, ça a été tourné, où enfin ils décrivent la catastrophe de la congestion. Donc ça date pas d'hier. Puis c'est sûr que moi, j'ai peut-être travaillé 30 ans là-dessus, sur la congestion. Vous allez me dire que les résultats sont pas là, là. Mais je pense que fondamentalement, on a dessiné un système qui manque de capacité hospitalière notamment, là. Contrairement à l'Europe, maintenant, il y a beaucoup moins de lits d'hospitalisation ici, il y a beaucoup moins de médecins. Et ce manque de capacité-là fait qu'on est toujours confronté à un phénomène finalement de goulot, simplement parce qu'on n'a pas la capacité d'hospitaliser tout le monde rapidement, de voir tout le monde. La première ligne a le même problème de manque de ressources. Tu sais, fondamentalement, j'essaierais d'ajuster les ressources aux besoins, mais c'est impossible parce que le système est dessiné comme ça depuis 50 ans. Les gouvernements, d'ailleurs, ont utilisé leur levier pour limiter l'expansion des coûts en limitant le nombre de médecins et en limitant le nombre de lits d'hospitalisation. Fait que c'est un peu... et ça a amené aux conséquences qu'on a actuellement, c'est-à-dire, ben, pas actuellement, ça fait longtemps, les urgences, l'expérience dans les urgences est très désagréable en raison des délais. Pas quand vous êtes très malade, puis ça va super mal. En général, là, les outils sont là, puis la pratique est de bonne qualité. Mais pour tout ce qui est délai, puis malheureusement, je pense que ça dépend beaucoup de la capacité. Fait que, tu sais, il faut redessiner bien des choses, dont la capacité de la première ligne, qui se transforme quand même depuis 10-15 ans pour développer, par exemple, l'accès adapté, autrement dire, voir les gens quand ils ont des besoins de santé, et non pas faire des cédules 6 mois à l'avance, comme c'était le cas il y a 15-20 ans. Puis là, je veux dire, le prochain rendez-vous, c'est dans un an, puis on oublie ça. Mais ces transformations-là, c'est des transformations qui vont prendre énormément de temps. Et donc, disons que si je suis ministre de la Santé, je ne prévoirais pas que la congestion des urgences va être réglée dans mon prochain mandat, comme ils ont tous à peu près prévu. Parce que les contraintes sont beaucoup trop vastes et traitent de la capacité de notre système à bien soigner. Euh, voilà, donc c'est une réponse un peu ambiguë, mais je dirais que si j'avais quelque chose à régler, j'essaierais d'améliorer la capacité d'hospitaliser les gens, j'essaierais d'améliorer la capacité de voir les gens et la première ligne. Je veux dire, c'est pas normal qu'au Québec, dans bien des endroits, quand tu vas voir un médecin, il faut que tu ailles à l'urgence parce que les autres sont pas disponibles dès que tu as des symptômes.
Et ça, c'est un problème de fond, là. On ne le règle pas aujourd'hui, là, mais disons que c'est un problème qui dure depuis longtemps. Toujours intéressant de vous entendre malgré tout là-dessus. Euh, Malgré tout, c'est un bon terme. on a justement, je pense qu'on vous considère comme un porteur de solutions, ou du moins on considère Oui, votre opinion hautement. On a Louise, Louise qui est sur la Côte-Nord, qui vous pose la question suivante. Louise dit, j'habite la Côte-Nord. La situation actuelle est assez anxiogène avec la réduction de la main-d'œuvre indépendante et les compressions budgétaires. Des médecins interpellent même le gouvernement. Si vous étiez ministre de la Santé ou directeur général de Santé Québec, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le sort de notre région au celle des régions éloignées? Le sort des régions éloignées, oui. moi, ma région éloignée, c'est Longueuil. Mais ne riez pas, mais j'avais une vocation. Je voulais aller travailler en région quand j'ai terminé ma médecine, ma résidence. Et ma femme, enfin ma fiancée est infirmière. Et à l'époque, on parle des années 89, on avait fait la tournée de plusieurs centres en Gaspésie. Et malheureusement, il n'y avait pas une job pour une infirmière là-bas. Puis quand je dis pas une job, là, c'était impossible pour une infirmière d'être engagée dans un hôpital à temps plein ou à temps partiel. À l'époque, c'est fascinant, là, parce qu'aujourd'hui, on regarde ça et on dit, My God, ça a changé beaucoup. Et on a décidé de. En fait, elle travaillait à Verdun. Et quand on est allé à Rimouski, le chef du département a dit, ben, c'est pas grave, ta femme fera les enfants, puis toi, tu iras travailler. Puis ça, ma femme n'a pas apprécié, ce qui fait qu'on est resté à Verdun finalement. Puis moi, ma pratique en région éloignée a commencé à Longueuil, et j'habite encore à Longueuil d'ailleurs. Et donc, mais évidemment, la Côte-Nord, ben, je connais un peu, en fait, j'ai déjà fait des stages là-bas, ça fait longtemps. Je, je connais de loin un peu la situation, mais c'est sûr que dans les régions, et en particulier à la Côte-Nord, la question de la main-d'œuvre est assez criante. Mais c'est pas juste dans les régions. En fait, la question de la main-d'œuvre, les problèmes qu'on a, par exemple, pour opérer les gens rapidement, c'est la question de la main-d'œuvre des blocs opératoires. C'est pas une question de. Ça n'a pas été, en tout cas, une question de restriction budgétaire dans les derniers 5-10 ans ou de manque de chirurgiens, supposons, c'est assez évident. C'est la capacité d'ouvrir des salles d'opération qui a été fortement compromise et qui fait en sorte qu'il y a une difficulté pour finalement opérer, tout simplement. Donc, ça joue un peu partout. Puis, mais dans des régions comme la vôtre, c'est évident que ça joue à différents niveaux parce que c'est pas juste les salles d'opération qui sont en cause, là, mais il y a beaucoup de services, je sais, qui avaient été presque obligés, peut-être qu'ils l'ont fait, de fermer des unités de soins là, pour être capable simplement de survivre là-bas du point de vue de la main-d'œuvre. Fait que c'est sûr que c'est majeur, puis tu sais, les enjeux, c'est pas compliqué. Le problème de beaucoup d'endroits, puis c'est pas juste en région éloignée, c'est que c'est la main-d'œuvre, si on veut, alternative ou des agences privées qui faisaient en sorte que ces régions-là survivaient à un coût énorme. Puis là, évidemment, le problème nourrissait, la solution nourrissait le problème parce que c'était souvent du personnel ou en fait des gens qui finalement arrêtaient de pratiquer mais retournaient pratiquer sous les agences qui comblaient les besoins de façon presque permanente. Fait que c'est sûr que puis ça coûte une fortune. Quand tu décides, je pense que c'était une bonne décision globale là, de mettre fin à ça, puis tant mieux si ça se fait. C'est sûr que tu peux te retrouver face à un problème quand les régions, justement, sont un peu désertées pas juste probablement dans les métiers de soins, hein, dans d'autres métiers, par les soignants. Je pense que pour les soignants, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à mettre des bons incitatifs, par exemple, pour les infirmières, les préposés, pour que les gens veuillent aller travailler là-bas, que ça vaille la peine. Mais évidemment, on parle aussi d'une génération de soignants qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup plus le choix. Hein, quand je me rapporte à ce que je vous ai raconté à propos de la Gaspésie à l'époque, ben, je veux dire, on n'aurait pas pu travailler en Gaspésie. Ma femme n'aurait pas pu continuer son métier d'infirmière là-bas. Et donc, ils avaient pas le gros bout du bâton à l'époque, mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les gens ont le choix, font des choix. S'ils veulent plus de liberté, ils ont les moyens de le faire, etc. Fait que c'est très difficile de renverser ça globalement. Mais je pense qu'il faut mettre des incitatifs, il faut valoriser les professions infirmières, les préposés, les inhalothérapeutes. Et il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Je veux dire, puis n'importe qui vous le dira. C'est sûrement pas par la contrainte qu'on va obliger des gens à rester à travailler dans des endroits où ils n'ont pas le goût de travailler. Mais c'est un gros défi. Puis dans des régions comme la vôtre, c'est assez évident que ça frappe pas mal plus fort
en particulier. Puis je comprends très bien d'être inquiète de ce point de vue. Peut-être on peut aborder la question justement d'organisation du travail. La Santé Québec a été créée pour régler un problème opérationnel. Euh, Maintenant, la structure est beaucoup plus légère que l'ancienne structure du ministère de la Santé et des Services sociaux qu'on a déjà vu à l'écran, qu'on on ne voit plus maintenant. Je pense que M. Dubé est gêné de montrer l'ancienne structure. Ceci dit, je lisais un article récemment qui expliquait que souvent les opérations n'ont pas lieu, les chirurgies n'ont pas lieu à cause d'un problème d'organisation interne. Alors, oui, il y a un manque d'infirmières, il y a peut-être un manque d'anesthésistes, il y a plein de raisons pour tout ça, mais il y a aussi un gros problème d'organisation. Est-ce qu'on peut espérer que Santé Québec, avec une structure plus légère, euh, et des PDG compétents aux bons endroits, on va arriver à avoir des directives plus fluides qui vont être suivies, de moins grandes contradictions parfois, parce que souvent ils reçoivent des informations contradictoires ou des directives contradictoires. Est-ce qu'on peut espérer une amélioration à ce niveau-là, tangible? Et deuxième question, sous-question, si on veut, quelles devraient être les priorités de Santé Québec pour améliorer les services à la population? Hmm. Fait que vous me demandez de jouer au devin. Quand on me pose ce genre de questions-là, ben, c'est vraiment une question qui revient souvent quand je rencontre, supposons, des journalistes, quoi que ce soit. Et je réponds absolument que je ne suis pas un devin. Et donc, c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à répondre. J'ai tendance, malheureusement, à être un peu Thomas là-dedans. C'est que on verra ce qui va se passer quand ça, parce que ça peut prendre toutes les directions possibles. Si on m'a souvent posé la question aussi, est-ce que Santé Québec va améliorer le réseau de la santé? Et honnêtement, la meilleure réponse que je peux donner, c'est que ça dépend qu'est-ce qui est fait. La structure, c'est rarement l'élément fondamental, tu sais, d'un système. C'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Là, c'est un pari qui est lancé, parce que le pari, ni plus ni moins, ça a été... c'est un peu comme si... à l'automne, quand le Canadien allait pas très bien, on avait décidé de changer ni plus ni moins toute la structure de direction du Canadien, là, le DG puis tout ça, là, puis le remplacer. Bon, remarquez, c'est un peu ça qui a été fait là, il n'y a pas si longtemps, là, mais et donc c'est un peu ça le pari. Le pari, c'est de dire que si on crée une structure justement centrée sur les opérations, donc qui se dégage un peu de non seulement du politique, ça s'est dit beaucoup, mais un peu de la question des principes, des grandes orientations, mais se centre sur les opérations. Le pari, c'est que ça risque de fonctionner. C'est possible. Moi, j'ai toujours pensé, puis ça, je l'ai constaté à quelques reprises, surtout dans les temps de crise. Moi, j'étais responsable des mesures d'urgence. En fait, j'étais très impliqué dans la cellule des mesures d'urgence dans le temps du verglas ici, en Montérégie. J'avais rapidement constaté dans cette situation-là qu'il y avait deux types de gestionnaires. Il y avait ceux qui fonçaient puis qui étaient capables, dans des situations comme ça, de prendre beaucoup de décisions opérationnelles, justement. Puis tu avais ceux qui avaient beaucoup de difficultés, qui prenaient du recul, puis qui se retiraient un peu des opérations parce qu'ils étaient plus à l'aise de réfléchir aux principes, justement. Autrement dit, il y a différents types de personnes. Concentrer les opérations dans une très grande structure dont le but, c'est de livrer des services, c'est possible que ça a du sens. Puis encore là, c'est un pari, là, mais j'ai quand même, si c'est bien fait, c'est possible que ça a du sens. Évidemment, une organisation comme ça ne vient pas sans ses défauts, c'est-à-dire que ça reste très gros, puis peu importe la nature d'une organisation, quand c'est très gros, des fois, les rouages peuvent être extrêmement difficiles à mettre en place, puis qu'on soit du privé, du public, c'est toujours un peu comme ça. Donc, c'est un gros défi de créer, en fait, une si grande organisation et de penser qu'elle va justement demeurer fluide, qu'elle va prendre des bonnes décisions, qu'elle va bien comprendre les besoins. Donc, c'est sûr que si elle agit de façon très centralisée, en pensant déterminer les besoins, puis la meilleure réponse aux besoins dans chaque sous-ensemble, dans chaque élément régional, ça risque d'être compliqué. On sait très bien, puis c'est pas moi qui le dis, là, mais les grands systèmes complexes, c'est très difficile pour le gestionnaire de comprendre quels sont les besoins réels, puis comment mieux y répondre au niveau du terrain. Fait que, il faut qu'ils aient une approche, tout en étant une grande structure, une approche
de décentralisation des décisions. Il faut qu'ils remettent aux établissements maintenant, qui sont des structures régionales, une certaine autonomie autour des décisions pour les populations, parce que Montréal, c'est pas la même chose Mhm. que la Côte-Nord, que le Grand Nord, etc. Et ça va devoir se faire. Qu'est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils le feront pas? Je sais pas. Je pense que c'est possible que quand tu rentres des gens, puis je connais un peu un certain nombre de personnes qui ont été appelées ou en fait qui ont postulé et qui sont dans cette structure-là, quand tu rentres des gens qui sont vraiment très opérationnels, puis ça, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais souvent en médecine d'urgence, il y a des gens qui sont très opérationnels, c'est-à-dire qu'ils aiment ça, régler les problèmes, ni plus ni moins. C'est possible que ça ait un effet dans ce sens-là. Euh, mais ça va être un gros défi, surtout que malheureusement, comme beaucoup de réformes, ça arrive au milieu comme beaucoup de réformes. En santé, ça s'est passé presque systématiquement comme ça. Mhm. Les réformes sont, là on parle, on commence avec les réformes Rochon, mais je veux dire, ça a été implanté au milieu du déficit zéro à l'époque, et donc sans mettre vraiment tous les moyens que ça prend une réforme comme ça. Quand Barrett a fait sa réforme aussi, qu'il y avait certains points positifs puis des points qu'on peut discuter, mais encore là, c'était une période de compression. Puis encore là, on tombe dans une nouvelle réforme avec des périodes de compression. On n'est pas chanceux, ou ben non, ça arrive comme ça, mais c'est très difficile de transformer un système quand tu n'investis pas dedans d'abord. Et Mhm. ça risque d'être le cas. Fait que je pense que ça va être, ça va être un méchant défi de ce point de vue-là. Fait que c'est bien difficile de répondre à cette question-là. Sinon que tant mieux s'ils ont les bonnes personnes en place, mais ils n'auront pas le choix d'avoir un souci de laisser de la latitude et de laisser gérer les enjeux territoriaux, de régionaux par les établissements. Et donc, ça implique, malgré le fait que ce soit une structure centralisée qui détermine dans leur fonctionnement des manières de faire comme ça. Parce que si tout est centralisé, et qui pensent prendre les décisions d'en haut, ça risque d'être assez raboteux, je dirais, de ce point de vue-là. Mhm. Je ne sais pas si ça répond un Oui. peu, mais tu sais, je ne vais pas me mettre demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a tellement de choses qui changent. Avant qu'on commence, on discutait de l'arrivée aujourd'hui. Il y a un nouveau président américain, je vous l'annonce là, depuis une heure. Ça peut changer la donne, hein, des fois, comment va aller l'économie, comment vont être ces enjeux-là. Tu sais, il y a tellement d'enjeux qu'on ne contrôle pas là-dessus. 1,5 milliard à couper dans le réseau pendant qu'on fait une réforme de cette ampleur-là, à mon avis, ça, en soi, ça complique considérablement les choses aussi par rapport à la capacité d'agir. Vous évoquez un sujet fort intéressant, mais on ne parlera pas du nouveau président aujourd'hui. Mais aborder la question de démocratie, puis vous avez fait un Mhm. exercice démocratique avec je pense, ça s'appelait Il faut se parler au Québec. Vous Ouais. avez co-écrit un livre qui s'appelle Ne renonçons à rien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez couvert différents sujets en consultant les Québécois un peu partout en région. Vous parlez d'assemblée de cuisine, etc. Et vous avez abordé des thèmes de démocratie, d'économie, des régions, de l'indépendance, de l'éducation, des premiers peuples, de la diversité, de la culture, de la santé et du climat. Un exercice qui a donné lieu à des préférences qui ont été identifiées par les Québécois lors de ces assemblées de cuisine-là. Vous avez établi 8 priorités, dont une qui était la santé. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites ici, évidemment, il faut améliorer la couverture publique et l'accès aux soins de santé. Et vous dites qu'il n'a pas été retenu, que la santé n'a pas été retenue aussi souvent qu'on l'aurait cru. Les gens se sentent comme dépassés, ils trouvent ça trop complexe. Ils ne voyaient pas comment ils pouvaient suggérer ou apporter des solutions. Bon, évidemment, il a élargi la couverture publique, il a repensé la rémunération des médecins qui revient souvent et ouvrir de nouvelles portes vers la première ligne. Tous des problèmes d'actualité. C'est un livre de 2017. On Ouais. a l'impression qu'on a fait du surplace. Euh, et là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des choix qui soient faits par la société afin de déterminer les priorités et les montants qu'on devra dépenser en santé. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on veut prioriser au niveau de la santé? C'est complexe, mais j'ai l'impression que ça va prendre une consultation publique à un moment donné pour faire le point là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en dites? Hmm.
Euh, oui, effectivement, 2017, vous avez mentionné deux bouquins que j'ai écrits. J'ai écrit Privé de soins en 2012. Il y avait une vague très forte de privatisation à cette époque-là. Il y avait les PPP, il y avait beaucoup de choses, l'étiquette modérateur. On était au milieu vraiment d'une poussée assez forte. Et je l'avais écrit un peu avec les réflexions qui venaient de Médecins québécois pour le régime public et d'autres choses. Euh, et en 2022, j'ai republié quelque chose qui s'inspirait un peu de la même structure, qui s'est appelé Prendre soin où je constatais en fait que en 10 ans, ben, il y avait eu une certaine évolution, mais que les grands problèmes étaient encore posés, ce qui est encore le cas maintenant. Quand vous dites que les gens sont résignés, je pense que le terme est assez bon. Je pense qu'il y a une résignation face à la situation qui date de longtemps. Tu sais, quand je parlais des temps d'attente dans les urgences, là, les urgences, c'est congestionné depuis les années 70, là, essentiellement, puis ça a empiré. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que, ben, je dirais pas que les gens acceptent ça, mais il y a une certaine résignation par rapport au fait que c'est comme la fatalité. Et les gens vivent ça sans, si on veut, descendre dans les rues pour renverser le gouvernement, des choses comme ça, là. Disons qu'on est plus tranquille que les Français à ce niveau-là. Tu sais, on accepte un peu la situation. Ça va peut-être avec notre caractère un peu résigné face à la fatalité. Je sais pas trop, là, je veux pas trop faire d'interprétation. Mais il y a une certaine résignation, je suis d'accord. Et ça nous dépasse aussi. Puis quand vous avez dit le mot complexe, c'est vrai, c'est complexe. Et c'est intéressant, puis j'ai participé, tu sais, à plein d'affaires sur notamment les urgences au fil des décennies. Et on me demande souvent, ben, c'est quoi la solution? Mais tu sais, il n'y a pas une solution. Il faut agir à plein de niveaux. C'est toujours complexe. La congestion des hôpitaux, il y a plein d'enjeux qui touchent les soins à domicile, qui touchent la capacité d'offrir des services, qui touchent le personnel, etc. C'est jamais une seule solution. Et je comprends que les gens soient dépassés. Moi, je le suis moi-même. Puis tu sais, il n'y a personne qui a la solution ou une vision assez globale pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça revient un peu à la question de, tu sais, quand vous parliez des assemblées de cuisine, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais moi, les dossiers hospitaliers que j'ai eu le plus de plaisir ou le plus de créativité, c'est quand on réussissait à réunir les préposés, les commis, les infirmières, les médecins, etc., autour d'une table, puis on allait chercher les idées. Les idées sont là, tu sais, les gens sont pas imbéciles, ils ont une expérience, notamment, mais aussi des idées par rapport à ce qui doit être fait. Puis le vrai défi, c'est de rassembler ces idées-là, puis d'en faire quelque chose, d'une part, de les comprendre, de les amener, de les formuler, puis ensuite, évidemment, de bouger les choses dans la direction, ce qui est probablement un défi encore plus grand. C'est facile d'avoir beaucoup d'idées, mais en faire quelque chose de concret, c'est un gros, gros, gros défi. Et donc, c'est peut-être un peu pour ça, quand les problèmes ont tendance à se répéter, que les gens sont résignés, ont tendance des fois à abandonner. Il y avait une petite mention sur les médecins au début. Les médecins, souvent, ont tendance eux-mêmes à abandonner aussi la situation. Tu sais, c'est des êtres humains, évidemment, comme vous et moi, et qui, des fois, sont un peu dépassés par les événements, la complexité, l'incapacité d'agir, et qui font en sorte qu'effectivement, des fois, ça ne faut par quel bout prendre le problème. Et comment améliorer les choses dans un hôpital, c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de contraintes. Fait que, tu sais, ça ne peut être qu'un travail de fond qui implique beaucoup de gens, qui implique beaucoup de façons de regarder. Il faut avoir la capacité d'amener ça, d'amener les gens à travailler ensemble, puis de trouver des solutions qui souvent sont d'abord locales, il faut le dire, à plein de problèmes, puis ensuite à un niveau plus élevé. C'est tout un défi. J'ai toujours dit qu'un ministre de la Santé, la difficulté, c'est comment se connecter avec ça, comment se connecter avec les vrais besoins, puis comment aller chercher cette expertise-là, ces besoins-là. C'est tout un défi. Merci beaucoup pour votre réponse. Karina, veux-tu qu'on poursuive avec les questions On va des passer. participants? Maggie a la main levée depuis un bon bout de temps. Donc, Maggie, on vous passe la parole. Oui, salut. Dans le fond, moi, en ce moment, je suis en train de prendre un cours en psychologie de la santé. Puis, j'ai déjà vécu une expérience où j'ai arrêté de consommer d'une shot avec la pandémie. Puis, plus que j'avance dans mon cheminement, dans mes réflexions, dans mes lectures, plus que je vois que le changement de comportement, c'est quasiment quelque chose de semi-aléatoire qui est très lié à des facteurs de l'environnement, que ce soit distant ou immédiat. Puis, quand tantôt vous abordiez la notion de l'échec avec les étudiants qui est comme difficile à accepter, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu des professionnels de la santé avec qui j'étais à faire qui prenaient personnel le fait que j'étais pas capable d'arrêter de consommer.
Et puis, je voulais savoir dans cette optique-là, qu'est-ce que vous considérez comme les ingrédients essentiels pour faciliter l'adoption de saines habitudes de vie chez vos patients? Qu'est-ce que vous avez constaté dans votre quotidien? Oui, ça, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses dans votre question. Comment changer les comportements? Euh, euh, Puis bon, touchant en particulier les saines habitudes de vie. Euh, Moi, ma difficulté par rapport à cette question-là, c'est que ma pratique est assez particulière, c'est-à-dire que je fais de l'urgence. Et donc, j'ai des contacts ponctuels avec des patients que je rencontre souvent dans des situations assez intenses et parfois intenses, et qui ensuite, je vais peut-être les revoir ponctuellement, surtout si c'est des gens qui ont des problèmes chroniques là, qui reviennent régulièrement à l'urgence. Mais en général, c'est très ponctuel comme contact. Fait que, tu sais, je prétends pas de ce point de vue-là avoir une influence comme médecin, en tout cas, très grande sur les habitudes de vie, sinon en soulignant certains aspects dans ces visites-là. Ce que je sais par contre, c'est que dans un environnement comme le mien, et ce qui fonctionne, c'est que tu sais, si on y va très simple, mettons, tu sais, il y a beaucoup de patients cardiaques où le problème numéro un, c'est le tabac. Euh, Ça, ça a été bien, bien qualifié, bien identifié. Et au fil des ans, heureusement, le taux de tabagisme a beaucoup diminué. Les comportements ont été, euh, ont été transformés de ce point de vue-là. Mais tu sais, dans un milieu comme le mien, où l'enjeu du tabagisme est majeur, tu sais, je veux dire, c'est une cause évidente de malaise cardiaque, notamment. Il y a des structures qui sont en place, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de ce problème-là, mais sur le long terme. Donc, par exemple, il y a une infirmière qui est dédiée à l'arrêt du tabac. Tu sais, son rôle, c'est ça dans l'hôpital. En prévention, en information, en suivi, tous les patients qui, mettons, fument sont rencontrés quand ils sont hospitalisés. Donc, ça va un peu au-delà de l'urgence, mais quand ils sont hospitalisés, il essaie de profiter un peu de cette situation de crise pour, évidemment, faire réaliser, amener de l'information, mais surtout offrir un suivi puis faire une relance par après. Donc, ça prend des gens qui s'occupent du problème, mais plus avec une vision, je dirais, longitudinale. Puis, tu sais, on sait que les comportements, ça se transforme pas, tu sais, sur des fois, là, peut-être sur des expériences ponctuelles, mais en général, ça prend un suivi, ça prend un accompagnement. Pour ce qui est du tabac, c'est assez clair, tu sais. Plus on accompagne les gens, plus on leur donne des outils, des fois de la médication pour arrêter de fumer, meilleurs sont les résultats, même si ça reste très, très difficile d'arrêter de fumer en particulier. Puis c'est vrai donc pour beaucoup de comportements qui peuvent être délétères. Pour ce qui est des comportements favorables comme l'alimentation puis l'exercice, on pourrait le dire comme ça, ce qui couvre assez bien la prévention, c'est un peu la même chose. Et là, il y a des contraintes externes. Si on prend l'alimentation, par exemple, il y a des contraintes actuellement de coût des aliments qui rentrent en ligne de compte. Euh, Malheureusement, ce qui est bon pour la santé, en général, c'est des légumes frais, des fruits frais. Puis les prix ont beaucoup augmenté dans les derniers 5 ans dans les épiceries. Tu sais, c'est très concret comme ça. Puis comme les loyers ont beaucoup augmenté, ben, les gens ont des priorités. Puis c'est pas toujours de s'acheter des beaux légumes frais, mais c'est peut-être de payer le loyer puis le chauffage, des choses comme ça. Et donc ça aussi, il y a des contraintes sociales importantes qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est beau, hein. Moi, tu sais, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus tant que ça. Je peux informer. Je le fais beaucoup. Je le fais sur les réseaux sociaux. Je le fais par des textes. Mais il reste qu'il faut que des gens s'occupent de ces problèmes-là, un peu comme le tabac là, à l'hôpital, mais à une toute autre échelle. Il faut que les gens aient accès à des aliments. Donc, ça implique essayer d'avoir des politiques qui permettent que ça ne coûte pas si cher. Il faut que les jeunes soient exposés à l'exercice dans leur apprentissage. Ça relève de l'éducation. Donc, c'est très large. Mais je pense que, comme n'importe quel problème, il faut que des gens s'en occupent sur le long terme, de façon soutenue, avec les gens, en les accompagnant et en les impliquant, puis il n'y a pas de secret. Puis comme on vit dans un monde, surtout en santé, où il y a toujours des crises, toujours des priorités, c'est difficile d'assurer ce suivi-là, de dédier des gens à, tu sais, à dire, toi, tu vas t'occuper de ce problème-là sur le long terme. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a bien des choses qu'on a de la difficulté à régler aussi. On passe d'une crise à l'autre souvent, dans un hôpital, mettons, et on a de la difficulté à avoir des visions plus à long terme. Moi, ce que j'ai trouvé qui était comme particulièrement problématique, c'est plus le savoir-être. Tu sais, ça m'est déjà Mhm. arrivé d'arriver en crise toxique à l'urgence, puis d'avoir quasiment de la difficulté à avoir des services, puis un diagnostic franc, puis il y avait beaucoup de, comment je peux dire,
automatiquement, quand tu es toxicomane et que tu t'en vas à l'urgence, tu es catégorisé comme un mauvais patient qui collaborera pas. Puis ça, j'ai Hmm. l'impression que ça enlève beaucoup d'opportunités à des patients. Fait que, tu sais, je me demandais au niveau savoir-être, tu sais, comme là, je vais animer bientôt un atelier avec des étudiants. Puis je me demandais au niveau de savoir-être, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme pépite d'or, qui rapportent ça chez eux, puis qui ça mijote dans leur réflexion par rapport à le changement des habitudes de vie, les patients, mais au niveau de leur savoir-être, peut-être un peu plus. Honnêtement, je pense que ce que vous dites là, c'est-à-dire rencontrer les étudiants, puis leur parler et leur faire réaliser ces réalités-là qui sont très réelles, euh, la clé, c'est ça, là. Tu sais, souvent, il faut comprendre, puis je suis d'accord avec votre évaluation, là. Bon, je travaille pas maintenant, j'ai travaillé longtemps, 10 ans, dans une urgence générale, où les problèmes de toxicomanie, il y en avait beaucoup, là. Ben, je veux dire, comme partout. Dans le milieu où je suis, disons, j'ai pas été tant exposé à ça, à l'éthique cardio, là. C'est pas, disons, il y a pas une clientèle très large, là, de personnes avec des problèmes de toxicomanie. Mais ce que vous décrivez est tout à fait juste. Il faut comprendre un peu le contexte. Le contexte, c'est que des gens travaillent dans des milieux déjà sous tension, d'ailleurs, avec souvent un manque de ressources, avec beaucoup de débordements. Puis tout élément qui, disons, entre guillemets, perturbateur, que ça vienne tu sais, de ressources physiques, de matériel, de tout ça, ou des patients plus complexes à s'occuper, comme des patients en crise ou des patients toxicomanes, ça vient un peu perturber ça. Fait que c'est sûr que les gens d'urgence, on peut avoir tendance à catégoriser, je pense, effectivement, des groupes assez facilement comme étant une source, entre guillemets, de problèmes. Ils veulent bien les aider sûrement, mais il y a ça. Tu sais, je pense que ça joue dans l'expérience quotidienne parce qu'ils sont déjà dans des situations où ils n'ont pas beaucoup de ressources physiques ou même psychologiques pour faire face à des perturbations, de façon générale. Mais ce que vous dites, c'est que dans le fond, en parlant des étudiants, je veux dire, n'importe quelle réalité comme celle-là, quand on est exposé, quand on jase avec des gens, quand on rencontre cette réalité-là, là, c'est plus quelque chose qu'on tient à distance, ben, alors, quand on se familiarise, tu sais, il y a un paquet de médecins qui s'intéressent beaucoup aux problèmes de toxicomanie et qui s'en occupent probablement très bien. C'est pas un milieu que je connais tant que ça. Et qui ont développé un intérêt, une connaissance. Et ils amènent souvent des résidents avec eux autres. Puis c'est souvent d'abord une question de démystifier, de rencontrer, puis de voir ce qui peut être fait. Puis de peut-être d'enlever le sentiment d'impuissance aussi. Il y a des choses qui peuvent être faites si encore là, il y a un accompagnement, s'il y a des bonnes façons de faire. Fait que probablement que ce que vous faites, c'est peut-être ce qui est le plus important, c'est de rencontrer des étudiants, les exposer, en discuter. Puis je pense pas qu'il y a de magie. À partir du moment où ces liens-là se font, ben, ça crée des liens. Puis quand ils revoient peut-être plus tard des personnes dans cette situation-là, ben, ils font les liens à ce moment-là. Donc, je vous félicite pour ça. Puis tu sais, quand on parle du rôle des patients partenaires, moi, je pense que c'est vraiment un rôle majeur. C'est simplement d'exposer des réalités sous un angle que les médecins ne peuvent pas avoir, à moins qu'ils soient eux-mêmes des patients, là. Et donc, c'est probablement ce qui est le plus important au départ. Le détail, comment ça se fait, quoi développer, je pense que c'est d'abord une connaissance et une rencontre. Puis, tu sais, les gens, c'est tous des humains, là. Et quand tu te mets à jaser avec quelqu'un, tu te rends compte que les réalités sont différentes, sont plus complexes, puis tu t'y intéresses. Et c'est ça l'apprentissage, dans le fond. Donc, probablement que vous répondez déjà vous-même à votre question. C'est fort intéressant ce que vous mentionnez ici. Puis, en fait, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est la rencontre entre un patient puis un médecin ou un professionnel de la santé, c'est la rencontre de deux humains. Puis, à un moment Oui, donné, il faut qu'il y ait une relation qui se crée, même si elle est brève, que ce oui. soit à l'urgence ou ailleurs. Moi, j'ai visité l'urgence 2 fois en un an, là, bien malgré moi, mais enfin, tu sais, ça a pris 12 heures pour avoir des points de suture dans un cas, puis dans l'autre cas, un transfert pour une opération d'urgence ou un fémur fracturé de ma conjointe, là. C'est des expériences assez pénibles, mais une fois qu'on est rentré dans le système, on est bien pris en main, on est bien pris en charge, on est bien traité par des professionnels. Le problème que je constate souvent, c'est un manque de coordination, là. Le patient ne sait plus trop qui va lui apporter la réponse, il ne sait pas trop vers qui se tourner, où obtenir la réponse. Même pour un congé, c'est pas évident non plus. En tout cas, tout ça pour dire que on parle d'humanité dans les soins et j'aimerais savoir votre avis sur
le tournant qu'on est en train de faire au niveau de la santé numérique puis de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je vais commencer par l'humanisation. Je pense que c'est un point fondamental. Euh, Puis vous l'avez dit, même dans des rencontres courtes, parce que moi, par définition, c'est des rencontres plutôt courtes, il y a toujours moyen d'aller chercher pendant un bref moment un élément humain qui n'a rien à voir avec la consultation. Puis en général, de toute façon, ça a un effet, je dirais, thérapeutique, entre guillemets. Je veux dire, tu sais, juste un peu d'humour, ne m'a pas Mhm. déplacé, mais tu sais, ça crée un lien. Tu sais. C'est facile de sortir un peu de la situation pénible, puis juste parler d'autre chose 2 secondes euh, pour sortir de ça. Donc, l'humanisation, pour moi, c'est ça. C'est qu'effectivement, fondamentalement, on a beau être des professionnels, on a beau être des patients, peu importe, tu sais, on est quand même, à un moment donné, dans un local, deux humains qui se jasent. Et je pense qu'il faut être sensible à ça. On peut ne pas l'être, hein. Puis dans la déshumanisation, je pense qu'il y a beaucoup des fois d'impuissance et un peu de souffrance du côté des soignants. Tu sais, c'est bien identifié, là, il y a de la souffrance du côté des soignants. Puis quand tu es dépassé, quand tu es souffrant, quand tu es en burn-out, qui touche malheureusement un pourcentage assez élevé des médecins d'urgence en particulier, c'est sûr que tu as tendance à déshumaniser ou à objectiver un peu les patients et ça change un peu les affaires. Puis je pense que c'est un problème. Mais il y a des causes à ça. Fait que c'est sûr que il faut être conscient de ça comme soignant, comme médecin d'abord, on peut avoir tendance à se désinvestir des relations avec les patients parce que juste on est débordé, on est dépassé, etc., Mhm. etc. Fait que ça, c'est un point important. Pour ce qui est de la technologie, ben, ça peut autant être une barrière jusqu'à un certain point que peut-être un outil, puis là, ça s'en vient, vous avez mentionné l'intelligence artificielle, mais actuellement, en tout cas en médecine d'urgence, c'est très populaire en ce moment, mais il y a des outils, même des outils québécois, qui permettent de rédiger une note automatiquement. Vous avez peut-être même déjà fait cette expérience-là. Là. Euh, on rencontre le médecin vous dit, est-ce que vous êtes autorisé, est-ce que bon, l'outil confidentiel écoute notre conversation puis rédige la note. Puis ces outils-là sont très performants. Et ça risque d'avoir un effet assez intéressant, c'est-à-dire que le médecin n'a plus besoin de se concentrer sur écrire des affaires ou encore pire, taper à l'ordinateur pendant qu'il vous parle. Mais il jase, puis ces outils-là permettent de générer l'information finalement de la rencontre de façon assez objective et assez performante. Fait que je pense que ça va rendre des services si c'est bien utilisé parce que justement la technologie va devenir vraiment utilisée comme un plus et que veut pas, on va venir à ce qui est fondamental, c'est-à-dire jaser, échanger pendant un certain temps avec les personnes. Fait que je pense que ça peut être, j'ai l'impression qu'on rentre dans une phase qui risque d'être assez intéressante de ce point de vue-là, où on va pouvoir revenir à ce qui est fondamental, c'est-à-dire on regarde le patient dans les yeux puis on jase. Parce que tu sais, il y a toujours une phase d'échange d'informations, même à Mhm. l'urgence, là, à moins que la personne soit inconsciente, on Ouais. échange d'abord pour comprendre ce qui se passe. Tu sais, on ne fait pas juste palper puis mettre des drains thoraciques, des affaires comme ça. On échange et ça va peut-être aider ça. Euh, Puis ça va être un gain de ce point de vue-là. Mais ça reste fondamental. Je pense qu'il faut être attentif à cette question-là. C'est toujours une rencontre entre deux êtres humains, une Mhm. relation thérapeutique, même s'il peut y avoir certaines différences ou je dirais même inégalités de savoir, et tout ça, ça reste ça fondamentalement. Et si on n'est plus capable de vivre ça sur ce rythme-là, c'est probablement parce qu'on est trop affecté par peu importe ce que c'est. Et il faut être capable de s'en rendre compte, j'ai l'impression, comme soignant aussi. Mhm. Merci beaucoup pour votre réponse. On a une question ici d'Andréane Vigneault. Euh, Andréane? oui, bonjour. J'avais une question. Quand, plus dans la comme 15-20 ans, mon médecin de famille prenait plus comme une demi-heure, 45 minutes. Puis tu sais, avec le manque de médecins, on a vu que les rendez-vous ont plus passé des fois entre 5 et 20 minutes selon. Et je me demandais, la vision actuellement, c'est pas mal une question, un problème. Mais quand on chevauche des maladies rares ou ce que tu te retrouves à avoir plusieurs spécialistes, une question, un problème, des fois, tu n'arriveras pas nécessairement, puis ça prend comme 4 5 6 ans à trouver. Moi, pour ma part, j'étais allée jusqu'au privé pour réussir à avoir une vraie réponse. Comment qu'on voit ça? Parce qu'au début, je me disais, OK, tu sais, c'est concentré, éviter que tout le monde se disperse, c'est bon, mais comment finalement tous les problèmes, ça veut dire tu sais, faut que tu rassembles ça. Puis dans mon cas, ça a été ma,
C'était été à moi à trouver, tu sais, à pousser parce que j'arrivais pas à trouver de réponse ailleurs, là. Ouais. Ben, en fait, c'est une bonne question. Puis il y a un autre élément qui touche l'évolution de la pratique là-dedans. Il y a quelque chose qui existait pas il y a 30 ans, qui maintenant est très répandu. C'est qu'il y a ben d'abord, il y a la notion du travail d'équipe. Dans beaucoup de, probablement que si vous avez je parle de vous, les participants, des problèmes de santé particuliers, assez pointus, assez complexes, il y a peut-être des équipes qui vous ont pris en charge, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu extra-hospitalier, donc des équipes interdisciplinaires. C'est sûr que je pense qu'on ne reviendra jamais au modèle tu sais, de mon grand-père, mettons, où tu sais, il était médecin, puis c'était lui tout le savoir, puis tout l'échange, et il s'occupait ben, justement avec beaucoup de temps de ses patients. Puis j'ai l'impression que la réponse moderne à ça, c'est une transformation avec des intervenants pivots, souvent des infirmières d'ailleurs, qui ont une spécialisation. Puis à l'Institut, il y en a beaucoup, là, tu sais, en clinique d'assistance cardiaque, en clinique justement de cardiopathie congénitale, en clinique de génétique. Puis c'est des praticiens qui deviennent vraiment des experts, non seulement dans le domaine, mais dans la continuité des soins. Puis, je veux dire, c'est pas compliqué, les patients qui ont des problèmes assez spécifiques dans ces environnements-là réfèrent souvent à ces personnes-là qui ont une vision de continuité. Et puis dans ce contexte-là, ben, tu sais, le médecin devient un partenaire de l'équipe. Il y a l'infirmière pivot, il y a peut-être le pharmacien souvent, dépendant des problèmes. Puis il y a le patient, évidemment. Fait que tout ça, puis ça, c'est un modèle qui n'existait pas il y a 30 ans en tout cas. C'est cette idée-là que il y a d'abord la continuité qui est tellement importante, qui était assurée beaucoup par le médecin avant, ça devient assuré souvent par d'autres professionnels. Moi, je travaille avec l'Institut de la pertinence où il y a des projets comme ça, où les infirmières prennent beaucoup de place pour justement offrir cette expertise, cette continuité, ce contact-là et assurer ce suivi-là. Puis je pense qu'on a développé énormément de choses très positives de ce point de vue-là. Puis il en manque encore beaucoup probablement. Puis c'est sûrement vers ça, tu sais, on ne viendra pas vers un modèle de praticien individuel qui a tout le temps pour tout faire, mais il faut le transformer, tu sais. Et l'alternative, c'est pas de voir un médecin ponctuellement à 5 minutes pour un problème par 2 mois. Tu sais, c'est vraiment de travailler en équipe avec des gens qui ont des compétences variées et de diriger les gens aussi tu sais, vers le meilleur professionnel dans un contexte. Mais tout ça doit faire partie d'une équipe. Fait que, tu sais, ça, c'est des grandes transformations, je pense, qui sont très positives de façon générale, qui amènent plein de choses justement à des gens qui ont des problèmes assez spécifiques. Puis on est dans cette transformation actuellement, qui touche aussi la première ligne d'ailleurs, graduellement. Fait que j'espère que graduellement, ces réponses-là vont être de mieux en mieux structurées autour de ce type d'approche. Merci. Ben, merci beaucoup, Dr. Vadeboncoeur. On arrive déjà à la fin de notre rencontre. Auriez-vous un petit mot de la fin à nous proposer, là, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ces grandes transformations? Je fais des blagues, là, mais voilà, c'est le temps de se dire au revoir. Donc, je vous laisse fermer la rencontre, si vous le voulez bien. Ben, je n'ai pas de grands mots à terminer, mais une chose, je lis beaucoup sur le cerveau de cet institut, parce que j'ai des hobbies comme ça, à gauche et à droite. Et le cerveau, c'est un organe dont une des principales qualités, c'est la qualité de prédire et la capacité d'anticiper et la capacité bon, de se projeter dans le futur. Tu sais, c'est très particulier. En tout cas, on est l'espèce chez qui c'est le plus développé. Et je pense que l'anxiété qu'on vit tous là, à différents moments face au système, c'est quand on ne sait pas trop ce qui va arriver. Que ce soit personnellement, tu sais, dans notre expérience de soins, que ce soit dans le système pour les soignants. Puis là, c'est même à un niveau politique. Je pense que ça, disons que ça, il y a de l'incertitude actuellement qui baigne, là, qui va peut-être changer des choses. Fait que c'est sûr que je pense que dans des contextes d'incertitude, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est ben, d'abord d'essayer de demeurer informé, de ne pas se replier. Souvent, on peut avoir tendance à faire ça. Et là, le rôle de la communauté, qu'on parle de santé, qu'on parle d'autres points, c'est vraiment justement d'assurer des échanges, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de se projeter le mieux possible quand il y a des incertitudes comme ça. Et je pense qu'on est dans une zone qui risque d'avoir pas mal d'incertitudes. Fait que j'espère qu'il va y avoir d'autant
au moins autant de solidarité pour faire face à tout ça. Parce que ce ne sera pas facile, là, nécessairement. Tant mieux si ça se passe pas si mal. Mais c'est vrai pour plein de choses. C'est que les coupures actuellement, 1,5 milliard, quels effets ça va avoir? Mais il faut en jaser, il faut savoir concrètement, il faut échanger là-dessus. Puis tu sais, c'est des rôles, disons, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous qui devrait engager tout le monde. Fait que, tu sais, ça, vous avez un apport là-dedans à faire, parce que c'est vous qui vivez beaucoup comme patient, là, les effets des coupures, des problèmes. Donc, tant mieux si on maintient ce genre de dialogue-là. Là. Ça serait peut-être le mieux que je pourrais dire autour de la situation actuelle. Ben, Mais c'est toujours pour moi, en tout cas, un plaisir de rencontrer des gens comme vous, surtout d'échanger des questions. Pour moi, ça m'aide à mieux comprendre la réalité tout le temps. Donc, merci pour les excellentes questions. Puis, en tout cas, personnellement, j'ai appris une couple d'affaires aujourd'hui que je vais continuer à réfléchir. Donc, ça vient de vous. ben, je pense que c'est mutuel. Nous aussi, on a vraiment beaucoup appris et on en aurait pris plus, mais là, le temps étant ce qu'il est, Ah oui, ça passe vite, on hein? va se Vous dire au avez dit que revoir. ça passerait vite. Ça passait vite, hein, vous nous l'aviez dit, Oui. puis vous aviez En tout cas, raison. pour moi, il y a des gens qui ont trouvé ça long, là, mais pour moi, ça a passé vite. Ben, il nous reste qu'à vous dire merci Merci à pour vous. votre Merci. générosité. Merci à tout le monde qui a été là. On vous dit au revoir au nom de la communauté Expérience, puis on espère vous voir le mois prochain. Sur ce, on vous souhaite une belle journée. Au revoir. Grand plaisir. Merci. Au Salut revoir. tout le monde.